il y avait un massacre, à mon avis, un des plus horribles de l'histoire du monde. Alors, tout le monde en parlait à ce moment-là, on a même fait des films, etc. Et, et ils ont laissé les enfants et les femmes, les enfants et les femmes. Et à ce moment-là, nous avons eu, on a traduit en justice le chef de l'armée. Bien sûr, après, même le chef de l'État est venu. Et puis le chef de l'État, moi, ce n'est pas moi qui... J'étais parti, j'avais quitté le tribunal, mais j'ai pu, moi, juger le chef de l'armée et du gouvernement. La question se posait si ce massacre pouvait être qualifié de génocide, comme les Allemands ont fait avec les Juifs ou non. Alors, il y avait une thèse, ils disaient non, puisqu'ils ont laissé les femmes, ils n'ont pas tué les femmes, et alors les femmes, vous pouvez toujours recréer. Mais j'ai pu établir, et là ma religion, mes habitudes orientales et islamiques m'a donné raison, même pour les autres juges. Je leur dis, quand dans une ville, il n'y a plus d'hommes, qui va faire les enfants? Alors, une femme ça veut dire que c'est une femme de race. Il n'y a plus de procréation. Et le génocide, c'est d'empêcher un pays de se reproduire, même sans tuer les personnes. Si on les laisse vivre, mais en les empêchant de se reproduire. Mais on a mis fin à la race. Alors, le génocide, c'est mettre fin à une race, comme les Américains ont essayé de mettre fin à la peau rouge, au peau rouge, ou même toute la colonisation a procédé de cette façon-là, d'exterminer la population indigène d'une façon ou d'une autre. Et je crois que ce crime se fait en Palestine d'une façon plus intelligente. Et je voudrais en parler plus tard. Mais j'ai pu établir alors et convaincre tout le tribunal que le fait d'avoir massacré tous les hommes était un génocide, même si on laisse les femmes vivre tout seules. Et puis, je crois que cette thèse a été reproduite après, et on a introduit une nouvelle conception du génocide. Je crois que je suis plus ou moins même fier d'avoir pu rendre ce jugement, dont on parle peut-être jusqu'à maintenant. À part d'autres choses, bien sûr, le fait d'avoir contribué à la justice internationale, pour moi, était une grande faveur, même pour moi, et je crois que c'est une des plus grandes tâches qu'un être humain, dont un être humain peut être fier. Si on parle toujours de fierté, je suis très fière en tant que femme et mère égyptienne que vous avez pu arracher le statut d'Égyptien aux enfants des femmes égyptiennes et de pères étrangers. Parlez-nous de cette lutte acharnée. C'était une de mes grandes luttes pendant 30 ans. J'ai été membre du comité de rédaction du Code de la nationalité égyptienne en 1975. Et dès ce jour-là, j'ai constaté une discrimination entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai toujours cru dans l'égalité entre les êtres humains. Mais quand je vois, par exemple, que c'est le père égyptien qui transmet la nationalité aux enfants, mais pas la mère, je trouve qu'il y a une discrimination injustifiée. Mais tout le monde faisait ça dans le temps. L'homme, c'était le père de famille, etc. Mais le monde a commencé à changer. L'Égypte, bien sûr, est toujours en arrière. Parfois, l'Égypte est en arrière de l'Europe d'un demi-siècle. Mais maintenant, on voulait vraiment s'approcher de plus en plus du progrès de l'humanité.
surtout en ce qui concerne la justice humaine. Alors, j'ai demandé d'introduire l'égalité entre l'homme et la femme dans le code de la nationalité, de sorte que la mère peut transmettre la nationalité à ses enfants, la mère égyptienne, même si le père n'est pas égyptien, ou même s'il n'y a pas de père, sur le même pied d'égalité que le père. Mais à ce moment-là, la chambre des députés s'est moquée de moi. Pas seulement ils ont refusé, s'est moqué, ils ont dit, et même ils m'ont insulté presque, ils ont dit c'est un monsieur qui encourage la débauche. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit parce que si la femme sait qu'elle peut donner sa nationalité aux enfants, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et avoir des enfants n'importe comment. Voilà comment l'esprit mal tourné peut fonctionner. Alors j'ai lutté pendant 30 ans. Le président, à ce moment-là, le président Moubarak est venu, il était aussi contre ce principe. Il disait la même chose, presque. Jusqu'à ce qu'il y a eu ce qu'on appelle le Conseil des droits de la femme. Et j'ai eu recours à ce conseil, et ils m'ont beaucoup appuyé, au point que ils ont influencé le président. Je ne veux pas dire qu'il a influencé, mais ils l'ont influencé, et il est allé lui-même déclarer que la loi va changer et que la mère égyptienne va être, elle aussi, capable de transmettre sa nationalité toute seule, même si le père n'est pas égyptien. Alors c'était vraiment, on a sauvé 2 millions d'enfants à ce moment-là. Il y avait presque 2 millions en Égypte qui étaient sans nationalité. Sans nationalité, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir du travail, il ne peut pas s'éduquer, parce que ces pauvres gens devaient payer en dollars leur enseignement. Et la plupart étaient des enfants des villages, parce que c'était des femmes des villages qui épousaient des gens des pays arabes, et le père disparaissait après les vacances, et les enfants étaient là, et qui étaient aussi égyptiens que tous les autres, que ses cousins, etc. Alors, ils devaient payer des milliers de dollars à la fin de leurs études. On leur dit, ah, vous n'êtes pas égyptien, on a découvert que votre père n'est pas égyptien, payez des milliers de dollars. Et ils sont restés là comme une bombe à retardement, parce que c'est des mécontents. Et je crois que ça a vraiment établi un grand équilibre dans la société égyptienne. Reste encore beaucoup de discrimination entre l'homme et la femme dans le domaine de la nationalité. Il y en a un dont je veux parler, pour lequel je lutte maintenant, c'est l'homme a le privilège de transmettre la nationalité égyptienne en ses épouses étrangères au bout de 2 ans, s'il épouse une étrangère, même s'il vit à l'étranger. Et au bout de 2 ans, et qu'elle demande la nationalité égyptienne, elle peut l'avoir au bout de 2 ans si l'État ne refuse pas, si l'État ne trouve pas d'objection juridique. Par contre, une femme égyptienne qui épouse un étranger, le mari reste étranger pendant un siècle, s'il veut. Nous avons maintenant des Égyptiennes très respectables, mariées à des étrangers arabes, très respectables. Pendant 60 ans, il est encore étranger, tout en vivant en Égypte. Alors, c'est une grande discrimination injustifiée et qui, à mon avis, touche l'homme en tant que la femme. Alors, nous luttons pour ça aussi. Et il y a beaucoup de domaines, bien sûr, où il n'y a pas encore d'égalité entre l'homme et la femme. Mais moi, je suis versé surtout dans ce domaine. Mais avant aussi, j'ai lutté dans d'autres domaines. J'étais membre du Conseil des droits de l'homme pendant 10 ans. On m'a mis à la porte à peine il y a quelques mois maintenant, après le gouvernement actuel, pour remplacer ça avec des membres du parti islamiste. Et alors je ne suis plus là, moi avec Moutouzali, avec
Et nous avions aussi Faye, qui était un grand homme des droits de l'homme, nous ont mis à la porte pour mettre les gens du nouveau régime. Mais j'ai lutté pendant 10 ans surtout pour l'équilibre et la non-discrimination sur tous les plans, entre hommes et femmes, entre coptes et musulmans, etc. Mais ça mérite aussi que j'en parle plus longuement à un autre moment. Dans votre livre, Dr Riyad, vous parlez, dans votre livre Soucis d'un Égyptien, vous parlez d'autogénocide. Expliquez-nous cette idée. Cette idée m'est venue quand j'ai d'abord appliqué le jugement de génocide, étant juge. Et j'ai pensé à l'Égypte, tout le temps je pensais à l'Égypte. Et j'ai vu vraiment ici qu'on était dans la voie de se détruire soi-même sans que personne ne le détruise. Là-bas, par exemple, les Serbes détruisaient les Bosniaques. Ici, nous nous détruisions nous-mêmes graduellement, de sorte que je voyais que dans un siècle, si nous vivons comme ça, l'Égypte ne sera plus là. Franchement. J'ai commencé il y a 10 ans à réfléchir ça quand j'étais juge. Par exemple, comment est-ce qu'on peut détruire un peuple? Comment est-ce qu'Israël détruit les Palestiniens? Elle leur enlève l'eau, ou elle les empoisonne la terre, comme elle a empoisonné les Gaza, avec des bombes qui vont laisser des traces pendant des milliers d'années dans la terre, ou en les privant de l'éducation nécessaire pour face à la vie du 21e siècle. Et comme ça, ils seront égarés dans le monde, sans éducation, en polluant leur air, ils polluent, en polluant l'agriculture, en les privant d'eau, et c'est ce que nous faisons ici en Égypte. Docteur Riyad, permettez-nous de changer un peu l'esprit et d'aller voir la musique et l'art avec vous. C'est mon seul refuge.